Pour chercher un titre, je dirais, c'est quand le hasard fait sens. Il se trouve que quand le hasard fait sens, nous sommes portés à suspecter le hasard lui-même, l'aléa. Évidemment, le hasard pourtant donne n'importe quoi, et on dit même parfois le hasard fait bien les choses. Alors, c'est d'abord de Cournot que je vais parler. Cournot, qui est un ingénieur, un économiste du XIXe siècle, et il dit la chose suivante. Considérons une grandeur qui peut prendre des valeurs entre 1 et 10 000. Et supposons que nous obtenions 4 valeurs qui soient en progression géométrique. Alors, dit-il, nous ne penserons pas que ces 4 valeurs ont été obtenues d'une façon similaire au tirage d'un nombre entre 1 et 10 000 dans une urne. Mais il ajoute, mais ceci dit, au lieu d'une progression géométrique, ça pourrait être une progression arithmétique, ça pourrait être une suite de carrés, ça pourrait être une suite de cubes, des nombres pyramidaux, etc. Donc en fait, il dit, il y a comme un motif de croire qu'il y a une loi qui opère, et c'est lié à la simplicité de la loi. Plus la loi est simple, plus la propension à croire qu'elle opère est forte. Au contraire, si la loi est compliquée, elle met relativement peu de suspicion sur l'aléa. Donc il y a une espèce de dualité, si vous voulez. Alors, le point que Cournot veut souligner, c'est que ce motif de croire qu'une loi opère n'est pas quantifiable. Il insiste très fortement là-dessus. Alors il prend d'autres exemples. Il prend le cas de mesures qui sont faites sur un plan où on pourrait croire que les points passent approximativement par une parabole, une ellipse, etc. etc. Et donc il y a 2 catégories. Il y a les probabilités quantifiables et puis ces sortes de structures, de formes, de signifiants. Alors il faut chercher un terme, sorte de modèle possible, d'interprétation éventuelle, de gestalt. Alors, Cournot propose un terme. Il dit, eh bien, d'un côté, on a les probabilités mathématiques, et de l'autre côté, les probabilités philosophiques. Je trouve que ce terme est particulièrement heureux, et je trouve que c'est intéressant de l'employer. Je vais vous lire un petit texte très court de Cournot. Indépendamment des probabilités mathématiques, il y a des probabilités non réductibles à une énumération de chances qui motivent pour nous une foule de jugements, et même les jugements les plus importants qui tiennent principalement à l'idée que nous avons de la simplicité des lois de la nature, qu'on pourrait qualifier de probabilité philosophique. Mais de ce que les géomètres n'ont point à s'occuper de telles probabilités qui résistent à l'application du calcul, il faut se garder de conclure qu'elles doivent être réputées sans valeur aux yeux des philosophes. Loin de là. Toute la critique de la connaissance humaine, en dehors de la voie étroite des déductions logiques, repose sur des probabilités de cette nature. Le géomètre lui-même n'est le plus souvent guidé dans l'investigation des vérités nouvelles que par de telles probabilités. Alors on va regarder quelques exemples. Donc là on a des choses apparemment au hasard. Ce qui se passe, c'est que quand on a vu qu'il y a des structures dans ce tirage au hasard, on ne croit plus que c'est au hasard, évidemment. Et une fois qu'on les a vues, on ne les perd pas dans l'esprit. C'est-à-dire que c'est une lecture qui s'impose par la suite. Il y a un autre exemple du même genre. Donc là, c'est un certain nombre de graphismes.
je pense que ça doit être assez différent pour les personnes qui sont devant et celles qui sont loin derrière, parce que on voit mieux quand c'est petit. Et une fois qu'on a vu cette phrase « penser, c'est prendre du recul », effectivement, après, on la voit à nouveau. Donc ça, c'est très lié à ce que les philosophes de la Gestalt théorie, n'est-ce pas, ont évoqué. Alors, aussi bien le hasard efface le sens. Et ça a été utilisé en architecture. À un certain moment, en particulier pour essayer de se démarquer de l'architecture classique. Ici, nous voyons Bruno Zevi en compagnie du grand architecte américain Frank Lloyd Wright. Bruno Zevi est un théoricien de l'architecture qui est connu des élèves architectes pour avoir interprété les espaces intérieurs de Saint-Pierre de Rome. Et alors Bruno Zevi est donc un théoricien de l'art moderne en architecture. Il écrit l'asymétrie est un invariant du classicisme. Et donc, la dissymétrie est un invariant du modernisme. À la question où doit-on situer une fenêtre, une porte, un objet hors des symétries, il répond n'importe où ailleurs. La question, c'est de savoir si l'architecture, la bonne architecture peut être au hasard. C'est ça une vraie question. Ou bien au contraire, si le bon architecte doit faire en sorte que rien n'est laissé au hasard. N'est-ce pas? Et à cet égard, il faut dire que... Il faut dire que... Palladio dit par exemple, l'ordonnancement est bon s'il apparaît nécessaire. Ici, on a une photo de la Cappella Pazzi de Brunelleschi, qui est un des monuments les plus commentés de l'histoire de l'architecture occidentale, probablement un des joyaux, et qui est évidemment, apparemment, entièrement nécessaire. De la même façon, Santa Maria Novella d'Alberti, qui est tracée entièrement sur des diagrammes mathématiques. Je vais passer sur l'art abstrait Kandinsky. Cette toile s'appelle Jaune, Rouge, Bleu. Et en fait, vous vous rendez compte probablement que c'est abstrait, mais c'est pas tout à fait abstrait, parce qu'ici, il y a un visage, il y a une lampe, c'est l'idée de l'art abstrait, et puis la liberté, la ligne sinueuse, la perspective, les couleurs. En fait, c'est une toile qui évoque l'idée de l'art abstrait. En fait, c'est une sorte d'allégorie ou une métaphore, si vous voulez, de telle sorte que on peut se poser la question de savoir si les autres toiles de Kandinsky sont de même nature ou pas. Je passe et j'en viens à un personnage assez fabuleux qui est Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, vous savez, qui est extrêmement célèbre parce que il a, par la pure réflexion, anticipé des découvertes faites ensuite par des archéologues, en particulier sur le Hittite. Et puis, il est considéré comme le grand fondateur du structuralisme par son grand traité sur le cours de linguistique générale. Ce qu'on sait moins, c'est que cet homme a passé un temps très long à essayer de découvrir des mots cachés dans la littérature latine. Saussure était convaincu que les latins de différentes périodes versifiait d'une certaine façon en introduisant des noms de dieux ou des noms de personnages importants en rapport avec le poème qu'on pouvait lire en piochant des syllabes dans un vers ou dans 2 vers consécutifs. Par exemple, Thorasia Sisaona Samnio Sepit, vous voyez en rouge des éléments de syllabes qui évoquent le nom de Scipio, qui est précisément un des sujets du poème. Autre exemple, Mors perfecit tua ut essent, eh bien là il y a juste les voyelles de Cornelius. Or il se trouve que le poème a rapport avec le personnage de Cornelius. Saussure a couvert plus de 141 cahiers de découvertes de cette nature et de trouvailles de cette nature, qui sont conservés à la bibliothèque de Genève d'ailleurs.
Euh, alors, la question qui préoccupait Saussure, c'est qu'en fait, il n'a pas trouvé la preuve historique que les latins versifiaient de cette façon. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé de théoricien de la grammaire ou de la métrique ou de la poésie qui puisse attester cette façon de faire, de telle sorte que il a lui-même exprimé dans ses notes un doute. Il avait préparé un livre important, un ouvrage, et la question se pose de savoir si finalement ces trouvailles ne sont pas simplement les résultats du hasard. Et à cet égard, ce qu'on peut obtenir par le hasard a été étudié évidemment par Shannon pour faire notamment pour expliquer que sa théorie probabiliste de l'information pouvait s'appliquer au langage naturel. Alors si on tire les choses au hasard, d'abord en les tirant chaque lettre indépendamment, puis ensuite les couples, etc., en fonction de la fréquence qu'on a dans la langue anglaise, et puis ensuite en tirant les mots de façon indépendante, puis ensuite les couples, etc., avec les fréquences de la langue anglaise, on finit effectivement, regardez la dernière ligne, à avoir presque des phrases qui veulent dire quelque chose. Donc on a une sorte de limite asymptotique vers la langue anglaise. Si maintenant on prend les stances du Cid, alors on trouve plein de mots cachés. Dans les stances du Cid, on trouve Chimène, on trouve Carlos, et même à un moment, il y a un vers, je crois que c'est le vers 41, qui est marqué en violet, là, ici, où on trouve un anagramme, Saussure appelle ça des anagrammes, de Pierre Corneille entièrement. Alors évidemment, bon, ça j'en dirai un mot tout à l'heure. L'histoire se termine d'une façon un peu triste, c'est qu'en fait Saussure, pour en avoir le cœur net, a trouvé un collègue italien, ça existait au XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui versifiait en latin. Et en analysant les travaux de ce collègue, il a trouvé effectivement beaucoup de mots cachés. Il lui a écrit en lui demandant confirmation qu'effectivement il se servait des mots cachés dans sa versification. Et le collègue a gentiment répondu par une petite carte de visite à la première lettre de Saussure, et puis n'a pas répondu à la deuxième lettre. De sorte que Saussure, aussi découragé par son entourage, n'a pas publié ses travaux. Et ce qui est d'ailleurs un thème important d'un livre de Baudrillard, L'échange symbolique et la mort, qui, Baudrillard explique que, en fait, c'était parce que ces sens multiples du langage allaient en opposition avec ce qui était professé par Saussure dans son cours de linguistique générale, qui consistait à dire que le sens est fait entièrement de différences. Donc ça, c'est la thèse de Baudrillard à ce sujet. Bref, c'est une histoire un peu triste, bon, il y aurait d'autres choses à dire sur ce sujet. Je crois que le temps tourne. Je passe maintenant à des petites réflexions à propos de la biologie. Jacques Monod a été le vulgarisateur de la grande idée que les mutations génétiques se faisaient au hasard. Je vais vous lire un texte, un petit passage très bref à ce sujet. Nous disons que ces altérations sont accidentelles, qu'elles ont lieu au hasard. Et puisqu'elles constituent la seule source possible de modification du texte génétique, seul dépositaire à son tour des structures héréditaires de l'organisme, il s'ensuit nécessairement que le hasard est la seule source de toute nouveauté, de toute création dans la biosphère, le hasard pur, le seul hasard, liberté absolue mais aveugle, à la racine même du prodigieux édifice de l'évolution. Ça, c'est donc dans le hasard et la nécessité. Le point que je veux signaler, c'est que le statisticien très méticuleux Georges Matron s'est intéressé à cette question. Et en fait, il a noté que c'est déjà des choses qui datent de plus de 10 ans maintenant, que les acides aminés, notamment, ne se présentent pas comme s'ils avaient été tirés au hasard, de fait. Et donc que la fameuse roulette de la nature de Jacques Monod n'est pas vraiment une roulette. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle maintenant
une épigénèse, c'est-à-dire que les réactions chimiques qui vont être acceptées au niveau de la cellule, puis ensuite celles qui seront acceptées par l'organisme dans son autogénèse, ne sont pas n'importe quoi, et le contexte a une importance permanente, de telle sorte que, d'une certaine façon, si on le connaissait bien, ce contexte, le hasard, ce que dit Matron n'est pas que le hasard n'intervienne pas, mais en tout cas une certaine sorte de hasard, et qu'on ne peut pas vraiment séparer notre ignorance et une certaine forme de hasard. Alors, évidemment, je vous laisse lire la petite phrase qui est en exergue de l'ouvrage de Matron, qui est assez jolie. En vérité, dire que les transformations génétiques pourraient ne pas être au hasard, ça donnerait de l'eau au moulin des créationnistes et de l'intelligence design, etc. Mais Matron est très opposé à ce genre d'idée. Au contraire, c'est un homme qui cherche à rendre plus rigoureux le discours de Monod. Et donc, il ne s'agit pas du tout de dire tout ça est écrit à l'avance, c'est pas du tout son propos. Au contraire, il essaye de faire disparaître un certain nombre d'a priori qui consistent à croire qu'on peut tirer les molécules au hasard, ce qui n'est pas si facile. C'est comme tirer des phrases au hasard, ça n'est pas si facile que ça, tout simplement parce que ce n'est pas un ensemble fini, et il faut bien donner un certain nombre de manières de faire si on veut vraiment préciser les choses. Je voudrais terminer en une toute petite remarque, c'est qu'en fait, la science, dans une large mesure, est faite d'interprétations qui sont de même nature que des surinterprétations. Si on compare, quelle différence y a-t-il vraiment entre la loi de Bode? Vous savez, c'est une loi qui donne la distance des planètes, avec une exception qui a été résorbée. Et donc, cette loi est vraiment de même nature que la loi de Ritz qui décrit les raies spectrales de l'hydrogène, n'est-ce pas? Et donc, la science apparaît comme une interprétation, comme des interprétations. Et au fond, je terminerai par une question qui consiste à dire, mais alors pourquoi la science actuelle refuse, ou plutôt n'accepte qu'une seule interprétation? Pourquoi n'accueillerait-elle pas plusieurs interprétations, comme le monde occidental l'a accepté en politique? C'est une question que je laisse à votre réflexion.